Donc ma présentation, c'est Munoz qui rencontre Camus avec l'étranger, le roman revu par l'illustrateur. Alors en 1942, Albert Camus publie chez Gallimard son roman L'étranger. 70 ans plus tard, en 2012, le dessinateur argentin José Munoz propose une nouvelle version de ce roman camusien. Il s'agit d'un volume illustré de 144 pages au grand format cartonné, donc plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir, également publié chez Gallimard. Nous pourrions croire que la rencontre de Munoz avec Camus post-mortem a lieu dans la mouvance des adaptations des classiques de la littérature en bande dessinée. Je pense par exemple à Stéphane Huet, dont j'ai parlé tout à l'heure, non, je ne l'ai pas parlé, mais Kerman en a parlé, qui revisite petit à petit un volume à la fois depuis 1998 à la recherche du temps perdu. Et jusqu'à présent, il y a 6 volumes. On vient d'en voir toute une série grâce à Juan Condé. Donc, en fait, ce sont ce que Jan Batten s'appelle des bandes dessinées littéraires, c'est-à-dire une véritable pratique éditoriale qui s'est systématisée ces 10 dernières années et qui touche, encore ce que dit Battens, les éditeurs spécialisés comme les éditeurs généralistes, et où 2 domaines artistiques qui furent pendant très longtemps distincts se rencontrent. C'est dans ce contexte, par exemple, que Jacques Ferrandez compose en auteur complet, à la fois donc scénariste et dessinateur, l'adaptation en bande dessinée de L'étranger, destinée à la jeunesse, encore chez Gallimard en 2013. Toutefois, le travail de Munoz, que Munoz a entrepris avec L'étranger de Camus, ne semble pas intégrer cette catégorie des bandes dessinées littéraires. Appréhender cette œuvre peut se faire en tentant de comprendre le statut de l'image lorsqu'elle est illustration. Qui dit illustration suppose intrinsèquement une transitivité. On illustre quelque chose et l'opération peut avoir lieu de manière plus ou moins synchrone avec la production de ce quelque chose, ou alors bien a posteriori, comme c'est le cas avec l'expérience d'illustration que propose Munoz envers L'étranger, et qui n'a sans doute de la bande dessinée que le format et la collection Futuropolis, qui est une collection qui offre parfois des œuvres se situant aux frontières du champ bédéique. C'est le cas donc de cet étranger illustré, ou plutôt comme l'annonce la première de couverture, je monte vite pour... voilà. Donc son texte intégral accompagné des dessins de José Munoz. Nous allons montrer dans cette communication qu'avec cet accompagnement que Munoz nous propose, nous nous trouvons véritablement en face d'une nouvelle œuvre, en quelque sorte, comme je l'avais défini tout au début de ce colloque, une adaptation, donc le résultat d'un processus. Si nous regardons l'adaptation de Jacques Ferrandez, qui est celle-ci, nous constatons qu'il convie une syntaxe bédéique à laquelle nous sommes familiers. Les planches sont divisées en vignettes détourées, lesquelles sont séparées par des espaces intervignettaux, et les marges supérieures, inférieures et latérales des planches sont conformes à la bande dessinée qu'on pourrait qualifier de traditionnelle. Le rapport texte-image s'inscrit dans une pratique bédéique assez conventionnelle qui donne à voir une œuvre se voulant lisible et relativement facile d'accès. D'ailleurs, on vise un public jeunesse dans cette collection fétiche. Et une œuvre qui répond en grande partie aux standards reconnus de la bande dessinée franco-belge, le fameux 48 cc pour 48 pages, couverture cartonnée, couleur, posé par Jean-Christophe Menu, sauf que cette bande dessinée est beaucoup plus longue, mais disons que le format est assez conventionnel. Les intentions de Munoz envers L'étranger de Camus sont très différentes. Convions tout d'abord le trésor de la langue française pour définir l'illustration. Elle y apparaît tout d'abord dans son sens vieilli, à savoir l'action de rendre illustre quelqu'un ou de se rendre illustre. Nous pourrions dès lors considérer que si Munoz ne rend certes pas un Albert Camus illustre, puisqu'il est déjà très célèbre, son entreprise graphique contribue à donner une nouvelle vie
à la fois éditoriale et artistique à cet étranger. Sans remettre en question les intentions créatrices de Muñoz, nous imaginons néanmoins que sa démarche relève aussi de pratiques éditoriales qui consistent en de nouvelles éditions reformatées. Ce dictionnaire, donc le Trésor de la langue française, définit également l'illustration de manière particulière comme étant une représentation graphique, donc dessin, figure, image photographique, généralement exécutée pour être intercalée dans un texte imprimé, afin de le rendre plus compréhensible, de compléter l'information qu'il apporte, de le rendre plus attrayant. Les rôles joués par l'illustration posent d'emblée le rapport systémique qui lie non seulement le texte à l'image, ce qui va de soi, mais aussi l'illustré à l'illustrant. Qu'en est-il du rôle d'accompagnement de Muñoz tel qu'il considère son travail de rencontre avec cet étranger? Accompagner, toujours selon le CNRTL, c'est se déplacer avec un être animé, soit dans le but d'honorer une personne, soit dans celui de lui servir de guide ou de compagnon. Concernant un objet inanimé, l'accompagnement consiste alors à le mettre en valeur, à l'orner. S'agit-il véritablement d'un travail d'ornementation que réalise Muñoz? Ou sommes-nous en présence du déplacement de Muñoz aux côtés tant de Meursault, le protagoniste du roman, que de Camus? En effet, Muñoz ne décide-t-il pas dès le début, telle une convention, d'attribuer les traits du romancier au personnage? C'est ce que nous donne à voir la page 4, où le dessin assume clairement un rôle mimétique. L'accompagnement muñozien impose sans embâche à celui qui lit et qui regarde cette œuvre une fusion de l'auteur, du narrateur, rappelons que la narration est au jeu, et du personnage. Outre qu'il nous impose la figure dans le sens littéral du terme de Camus, Muñoz conçoit son accompagnement du texte camusien selon plusieurs grands procédés. Pour cette représentation, nous allons décrire, en touchant les images, les procédés graphiques qui nous paraissent les plus représentatifs du travail de Muñoz. Notre objectif est de montrer combien l'illustrateur, entre guillemets, le dessinateur, va bien au-delà de rendre illustre, du rendre attrayant, de la mise en valeur et de l'ornementation, et soumet finalement notre regard non seulement à une nouvelle lecture du roman, mais aussi à une première interprétation visuelle. Les procédés que nous allons décrire sont croquer les personnages sur une pleine page à partir d'une impression laissée par le texte, le graphisme et la bichromie noir et blanc, et la variation sur le thème du personnage principal. Même si la manière dont Muñoz revisite Camus n'est pas une bande dessinée au sens strict, il n'y a pas un véritable récit graphique, il reste que les concepts théoriques élaborés pour comprendre la bande dessinée, somme toute pour comprendre les rapports texte-image, s'avèrent opératoires pour ce cas-ci, moyennant certains ajustements. Si nous convoquons Grunstein, nous pouvons retenir sa définition de la mise en page, qui est l'une des opérations qui assure l'intégration des composants d'une bande dessinée. Elle a pour fonction de régir les paramètres spatiotopiques. Parmi les composants de la mise en page, nous retenons pour l'analyse l'ensemble des pages. Grunstein parle de planches, la double page, la page, son découpage en zones textuelles et en zones graphiques. Grunstein va parler lui aussi de vignettes, de gouttières, de récitatifs, mais ici on n'est pas tout à fait face au même objet. Et la façon dont tous ces composants occupent et investissent l'espace. Nous nous intéressons également aussi à deux aspects qui relèvent plutôt du style graphique, le choix d'un type spécifique de noir et blanc, donc une bichromie franche, ainsi que le décor dans lequel évoluent les personnages. Le premier de ces procédés consiste à mettre de l'avant les personnages du roman. Ainsi, outre Meursault, qui surgit de manière récurrente, selon divers angles de vue et dans différentes proportions, sur les pages tout au long de l'œuvre, parallèlement au jeu textuel, nous voyons apparaître
suivant l'ordre dans le récit, une série de portraits envahissant généralement toute une page. Oui, je m'excuse parce que c'est peut-être le jaune et le blanc. Désolée, mais problème de fichier d'ordinateur, etc. Donc, l'approche graphique mène à provoquer l'émotion chez celui qui regarde, celle que le dessinateur a lui-même retenue à la lecture du texte. Par exemple, il choisit de retenir une image de celle que Meursault, je cite le texte, a gardée de cette journée, c'est-à-dire la journée de l'enterrement de la mère de Meursault. Et il retient celle ressentie par Pérez, qui était l'ami intime de la mère de Meursault. Je cite, « Le visage de Pérez, quand pour la dernière fois il nous a rejoints près du village, de grosses larmes d'énervement et de peine ruisselaient sur ses joues, mais à cause des rides, elles ne s'écoulaient pas. Elles s'étalaient, se rejoignaient et formaient un vernis d'eau sur ce visage détruit. » Muñoz saisit aussi le personnage de Marie se baignant. Marie, c'est, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'ont pas lu, c'est l'amante, enfin la copine, je veux dire, de Meursault. Sa chevelure tombante sur les épaules est tracée en coups de pinceau, dont les ondulations verticales, avec les ondes marines horizontales autour de son buste, offre une composition presque tourbillonnante qui éclaire le sourire de la jeune femme. Cette fois, le dessinateur a fixé un bref instant du texte camusien. Je le cite, « J'ai retrouvé dans l'eau Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j'avais eu envie à l'époque. Elle aussi, je crois. » Un autre de ces personnages pris sur le vif est le vieux Salamano, le voisin de Meursault, celui qui a une relation amour-haine avec son chien, qu'il traite de charogne. Muñoz nous soumet un Salamano dont le visage est empreint de pratique et dont la main noueuse se joint au sentiment. L'artiste choisit de rendre ce moment d'inquiétude présent dans le texte de Camus, alors que son chien s'est enfui. Salamano dit à Meursault, je cite, « Ils ne vont pas me le prendre, dit monsieur Meursault, ils vont me le rendre, ou qu'est-ce que je vais devenir ?» Muñoz rend aussi un portrait de l'avocat de Meursault, qui pour la première fois ne s'affiche pas près du texte qui a servi son imaginaire graphique, mais à la page suivante. Je cite, « Le lendemain, un avocat est venu me voir à la prison. Il était petit et rond, assez jeune, les cheveux soigneusement collés. Malgré la chaleur, j'étais en manche de chemise. Il fallait un costume sombre, un col cassé. Il avait un costume sombre, un col cassé et une cravate bizarre à grosses raies noires et blanches. » Donc là, il y a vraiment quand même, je vais dire, c'est vraiment très similaire dans le texte et dans l'image. Le juge qui instruit l'homicide dont est tenu coupable Meursault fait l'objet d'un dessin tout en verticalité où la forme du visage de l'homme, accentuée par un nez particulièrement long, participe à la mise en scène. De la même manière, deux parties du fond de l'image s'opposent en espace vertical blanc et en bande verticale noire. Sur cette dernière se détache un crucifix tenu par la main du juge, une main qui semble surgir d'un ordre moral tout-puissant, pendant que son autre main s'inscrit dans la continuité horizontale des bras de Jésus sur la croix. L'entière composition du dessin contribue à représenter l'effroi du juge qui ne comprend pas que Meursault ne peut expliquer son crime. Encore une fois, Muñoz procède en retenant un moment particulier du roman. Il en a tiré du tiroir de son bureau, je cite le texte de Camus, un crucifix en argent qu'il a brandi en revenant vers moi, et d'une voix toute changée, presque tremblante, il s'est écrié. Est-ce que vous le connaissez, celui-là ? Un deuxième procédé graphique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le graphisme et la bichromie. À première vue, ce qui frappe tout au long du volume le lecteur regardeur de cet étranger accompagné, c'est la bichromie noir et blanc, imposée dès la première de couverture, même si vous vous souvenez, pour une recherche esthétique de la mise en page, l'éditeur a recours à un lettrage couleur bronze.
Ces deux couleurs, donc blanc et noir, sont en opposition catégorielle, c'est-à-dire une opposition qui n'accepte pas de moyen terme, donc non graduelle. Le noir et le blanc sont présents sans intermédiaire, c'est-à-dire sans nuance de gris. Cette bichromie participe à l'homogénéité stylistique à travers toutes les pages de cette œuvre. En effet, le contraste ferme qu'elle crée semble immuable et, par l'expressivité qui en résulte, contribue à la successivité des pages. C'est l'œil humain qui perçoit cette bichromie, bien entendu, alors qu'en réalité, le geste artistique a consisté à tracer des lignes et des surfaces noires sur des pages blanches. Les surfaces blanches, donc on est un peu, je dirais, à l'inverse de ce que Olivier Depré faisait avec Kafka. Les surfaces blanches sont ainsi donc des lieux de la page qui n'ont pas été garnis de noir. En d'autres termes, à côté du signe qui est noir, il y a l'absence de ce signe qui est blanc. Dans l'œuvre qui nous préoccupe, Muñoz travaille à l'encre de Chine et au pinceau, et par un jeu entre des traces noires et l'absence de traces noires, il crée son style graphique où les ombres et les lumières s'entrechoquent en véritable leitmotiv. Dans une entrevue à France Culture en 2012, Muñoz s'est dit frappé lors de sa lecture de L'étranger par l'intensité de la lumière et par le fait qu'elle est aveuglante. Il dit encore, je sens, est-ce que je l'ai ici? Non. Je sens physiquement la lumière qui travaille l'ombre qu'il y a dans les pays du Midi. L'ombre est emprisonnée par la lumière, c'est une des ressources fondamentales pour son style graphique et ses représentations. C'est la lumière de la résignation, dit-il. Selon Muñoz, la lumière a protagonisé l'histoire. Et Michel Vinaver, qui a échangé une longue correspondance avec Camus et qui participe également à l'entrevue à France Culture, souligne que dans le roman L'étranger, la lumière est terrifiante et qu'elle a été plus forte que tout. Nous observions plusieurs types d'opposition noir et blanc. Le premier type d'opposition est interne à l'illustration sur une page. Dans ce cas, le dessin occupe une partie de la page ou la page au complet. Par exemple, nous montrons le moment crucial du récit, celui où Meursault tire sur l'arabe et le personnage est disposé sur la partie droite de la page et Muñoz l'a rendu par de nombreux aplats noirs entre lesquels s'insinuent des espaces blancs représentant tantôt la sueur coulant sur le visage, tantôt les pans des vêtements ou encore les lignes du pistolet. Ce dernier vise la page de gauche. J'étais un peu interrompue par mon 5 minutes. Donc ce dernier vise la page de gauche où Meursault raconte « Tout mon corps s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver ». Meursault poursuit son récit, mais le texte est décalé vers la droite de la page de gauche, comme si, donc ici, donc comme s'il répondait au revolver. Puis c'est intéressant aussi parce que sur la page, quand on tourne cette page-ci, on trouve l'arabe sur lequel il tire. Donc c'est comme quand, comme lecteur, on tourne la page de l'arabe et lui a tiré. Donc il y a presque quelque chose du mouvement et du film dans la construction de cette successivité de pages. Donc, ce que dit à ce moment-là Meursault, c'est « Tout mon corps s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver ». Meursault poursuit son récit, mais le texte est décalé vers la droite de la page de gauche. Bon, c'est tout ça que j'ai déjà dit, et je continue. Deuxième type d'opposition de noir et blanc, c'est celle qu'on voit ici, donc d'une page à l'autre, où le dessinateur use de tout l'espace dont il dispose pour représenter une scène de café. Nous remarquons que le texte est complètement évacué et il se trouve à la page précédente et le texte annonce « Nous sommes sortis et Raymond m'a offert une fine, puis il a voulu faire une partie de billard et j'ai perdu de justesse ». Ce dessin n'est plus le seul lieu d'un contraste d'aplats noirs sur un fond blanc, mais donne aussi l'occasion à Muñoz d'impliquer des éléments décoratifs, par exemple, et on le retrouve vraiment comme un leitmotiv aussi partout dans le livre,
c'est les élites qu'on trouve en Afrique du Nord, donc qui sont ces mosaïques qu'on retrouve, je pense, dans beaucoup de pays aussi hispanophones. Au Portugal aussi d'ailleurs. Bon. Donc je continue. Donc ce type d'opposition peut avoir pour fonction de relier des parties de texte figurant sur des pages différentes, et c'est le cas du profil de l'étranger, qui est présenté de façon à chevaucher les deux pages parfaitement centrées et dont les limites externes sont à égale distance du texte, offrant une composition graphique du récit à la première personne. Bon, je vais... voici un troisième type d'opposition qui a lieu entre une page complètement noire, donc la page de gauche, et une autre, ça peut être aussi d'ailleurs une page complètement blanche, et une autre, et il n'y a aucun texte, et le dessin donc se trouve en face. C'est l'exemple ici où on a ce que dit le texte camusien à la page précédente. Non, il n'y avait pas d'issue et personne ne peut imaginer ce que sont les soirs dans les prisons. Donc ici, seuls les barreaux ici signalent l'espace carcéral. Il y a le visage de Meursault qui est tranché par des zones claires et des zones obscures, et ce qui semble emporté par de grandes traces circulaires qui l'enveloppent et traduisent la perte de contrôle sur les pensées. Ce mouvement, donc sorte d'emballement, s'emballe et autant dans notre imaginaire et dans l'imaginaire de Meursault que de façon graphique. Et cela s'accélère dans les pages suivantes où sur la page de gauche, toujours, qui est là maintenant devenue blanche au lieu d'être noire, ce changement agit comme un éclair de lumière vive, et le dessin qui envahit la page de droite jusqu'à déborder à gauche, tout en mouvement concentrique, a dissous le visage comme il dissout les repères. Les pensées sont entraînées dans un tourbillon de coups de pinceau noirs sur le fond blanc, ce qui rend littéralement tant une impression d'angoisse que le fait de penser qui tourne en rond dans l'esprit du protagoniste. Maintenant, rapidement, je vais parler du thème du personnage principal. Alors, on le retrouve, je vais juste les montrer pour passer plus rapidement à la conclusion, mais tout au long on en a vu déjà quelques-uns, tout au long du livre, on va revoir ce personnage avec la figure de Camus. Donc, et Munoz a donné... il a un peu expliqué lors de l'entrevue à France Culture son processus créatif comme une mise en situation qui lui a permis d'isoler émotivement des photogrammes mentaux, des scènes liées au récit, à la perplexité croissante de Meursault devant lui-même, devant son éloignement. Alors les images ont commencé à tomber de façon confuse sur mes papiers et j'ai recherché les photogrammes justes. Alors qu'un plaisir poétique transparaît dans certaines images de la première partie, entre autres lorsque Meursault est en compagnie de Marie, cette perplexité dont Munoz nous a fait part verbalement se ressent dans la deuxième partie. Toutefois, ce qui peut surprendre le lecteur de l'étranger, accompagné par Munoz, c'est une forme d'une extrême violence qui, selon nous, n'est pas si évidente dans le texte, parce que par exemple, ici, le ton de Meursault, c'est le jour de mon arrestation, on m'a d'abord enfermé dans une chambre où il y avait déjà plusieurs détenus, la plupart des Arabes. Ils ont ri en me voyant, puis ils m'ont demandé ce que j'avais fait. Je trouve qu'ici, ça a l'air beaucoup plus inquiétant que « ok, c'est cool, relax, ils étaient bien gentils ». Et il faut aussi noter que Munoz a choisi de stéréotyper la représentation des Arabes. D'ailleurs, dans le texte de Camus, les Arabes n'ont jamais de nom. Ça lui a d'ailleurs été reproché par la critique postcoloniale. Alors, Meursault donc attend son exécution et il y a plusieurs dessins du condamné qui apparaissent. Et toujours sur la page de droite, donc comme une récurrence, où là, il attend finalement sa mort, son exécution. Il y a toute une discussion avec l'abbé qui est reprise toujours par le dessin. Donc là, on voit l'abbé. Et puis finalement,
Camus est seul, de plus en plus, je dirais, angoissé face à la mort, alors que je trouve que ce n'est pas nécessairement ce qu'on ressent dans le roman. Bon, je lis ça très très brièvement. En conclusion, donc, le travail que nous venons d'effectuer en touchant ces images montre que les traces faites au pinceau, faites par le pinceau de Muñoz à l'encre de Chine illuminent le texte de l'étranger de Camus plutôt qu'elles ne l'enluminent. En effet, le dessinateur s'approprie avec une grande force expressive, très souvent l'entièreté de l'espace blanc de la page, pour fixer des portraits presque intemporels qui agissent comme des impressions du texte. Son geste s'impose en retenant l'essentiel du jeu que l'ombre et la lumière jouent sur les surfaces. Il expose sur les pages une saisissante opposition de lieux restés blancs et de traits noirs, où rien n'est figé, où les larmes s'incrustent dans les rides, où les sentiments s'animent à la peur de Salamano, la fureur du juge, jusqu'à tournoyer en un vertige fulgurant l'angoisse de Meursault à l'approche de son exécution. Tout au long du récit, le lecteur est happé par la brûlure du soleil. Le soleil est un motif textuel essentiel puisqu'il finit par aveugler Meursault au point que ce dernier commette un meurtre. Avec ses dessins, Muñoz rend non seulement la chaleur et la grande luminosité, mais il fait aussi sienne la brûlure et les effets qu'elle a sur les actes de Meursault. Par une variation graphique sur le thème du personnage, qui s'explique certes par le récit à la première personne, le dessinateur expose et par moments surexpose ses dessins à l'intensité de la lumière. La récurrence des apparitions du personnage produit sur l'imaginaire du regardeur un effet d'imprégnation qui se décline en Meursault égale Camus, Meursault égale un homme, Meursault égale un meurtrier, Meursault égale un prisonnier, Meursault regarde la lumière, comme on le voit ici, vers la lumière dont il est privé finalement. Et enfin, à l'avant-dernière double page du volume, nous rencontrons une représentation de Camus, un Camus qui semble dévisager Meursault, son roman, un Camus qui semble dévisager Meursault, un Camus qui a découvert la manière dont Muñoz a accompagné son Meursault, son roman L'étranger. Finalement, comment ne pas voir ici une œuvre, évidemment, de réappropriation du texte par les images et leur mise en page, une œuvre qui est née des opérations adaptatives suivantes, l'entière conservation d'un texte et l'adjonction d'images. Ne sommes-nous pas au-delà d'un accompagnement et face à une nouvelle œuvre où cette représentation de Camus en clôture joue un rôle d'approbation? Merci.